Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, qui nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Voici le rendez-vous du journal en français. Le journal que vous pouvez également consulter sur notre compte YouTube de la télé Renaissance. Les titres de ce journal, les séances de moralisation qu'entreprit le président burundais ne visent qu'à avertir ses opposants internes au sein du parti CNDD-FDD et surtout à ses troupes qui n'auraient plus les mêmes intérêts. Les violences sexuelles ont été une arme de génocide au Rwanda voisin en 1994. Aujourd'hui, au Burundi, on enregistre des cas de ces violences qui sont commis par les agents des institutions du régime Nkurunziza. Et en RDC, la coalition pro-Kabila se dit prête à faire une campagne pour montrer aux Congolais qu'elle a mis en avant les intérêts. Voilà pour les titres de ce journal. Encore une fois, bienvenue. Au développement de ce journal et la campagne de moralisation que Pierre Nkurunziza commence à faire dans le pays, c'est pour faire peur aux membres du parti CNDD-FDD qui veulent lui succéder dans les élections de 2020. C'est les propos de Désiré Hatungimana, rédacteur en chef de la radio Inzamba. Pour lui, Nkurunziza veut à tout prix faire comprendre à ses acolytes que ceux qui ne respecteront pas ces décisions seront tués et emprisonnés ou exilés. Suivez Désiré Hatungimana. En fait, chaque fois à la veille des élections, les esprits se chauffent. Il y a des gens qui commencent à se positionner. Parce que Nkurunziza a indiqué qu'il ne va pas se présenter en 2020. Mais ça peut être un mensonge. Et à ce moment, l'année 2020 n'est pas encore là. Mais nous approchons 2019. C'est-à-dire que des gens commencent à se positionner et certains commencent à jouer leurs cartes pour le succéder. C'est ce qu'on appelle la guerre de succession. Pendant cette guerre de succession, il y a des gens qui utilisent plusieurs moyens pour arriver à succéder à Nkurunziza. Oui? Mais à ce moment, Nkurunziza, par exemple, s'il a dans son esprit qu'il va encore une fois se présenter pendant les élections de 2020, il commence alors à menacer ses propres membres, les membres du CNDD-FDD. Il les menace parce que il sait qu'il y a des gens qui se positionnent. Ces gens qui se positionnent veulent occuper sa fauteuil. Aujourd'hui, il veut quoi? Il veut à tout prix que ces gens sachent que celui qui ne respecte pas les propos du président, il est appelé Igihemu, il est appelé Umumenja. Et Umumenja ou Igihemu sont des gens qui, soit sont tués, sont exilés ou sont emprisonnés. Alors, ce sont ces menaces qu'il est en train de lancer au niveau de son parti pour que les gens aient peur, pour qu'il n'y ait pas d'autres frondeurs. À ce moment, en 2015, lorsque les élections de 2015 approchaient, il y a des gens qui n'ont pas accepté que Nkurunziza brigue un troisième mandat. Ces gens étaient appelés des frondeurs. La plupart d'entre eux sont en exil. D'autres sont en prison et d'autres ont été tués. Alors, il est en train de préparer ses membres en leur disant que ceux qui ne vont pas respecter ses paroles, ceux qui ne vont pas accepter ce qu'il propose, ils seront comme des frondeurs de 2015. À ce moment, alors, des gens commencent à avoir peur de se prononcer, avoir peur de dire ce qu'ils pensent. C'est à ce moment alors que Nkurunziza prépare son terrain. Au moment venu, au moment opportun, il va dire « je me représente ». Et il aura préparé son terrain. Personne n'osera de dire non parce qu'ils savent que celui qui osera dire non, il sera tué, exilé, emprisonné. Merci. Et lorsque Pierre Nkurunziza se compare aux anciens héros du Burundi, comme Ntare Rugamba, Mwezi Gisabo, Rwagasore et bien d'autres qu'il n'a pas cités, cela devient incomparable parce que les héros que le Burundi a connus ont versé de sang pour le peuple burundais.
Tandis que Pierre Nkurunziza cherche ses intérêts personnels, on versa le sang des Burundais. Suivez encore une fois Désiré Hatungimana. Il était invité dans l'émission Club de la presse de ce vendredi. Il faut d'abord que les gens comprennent que Ntare Rugamba a fait des guerres de conquête. C'était pour agrandir le pays. C'est du bien. Mwezi Gisabo a combattu les esclavagistes. Ils avaient des fusils, les braves Burundais avaient des lances et des flèches et des arcs. À ce moment, ils ont accepté de verser leur sang pour sauver le pays. Ce sont des héros. Mais celui qui cherche son propre intérêt, ce n'est pas un héros. Ce n'est pas un héros, c'est un opportuniste. Alors, il faut que des gens savent nuancer, savent différencier l'héros et un égoïste, des opportunistes. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons au Burundi, le Burundi est devenu le pays le plus pauvre du monde, le plus corrompu au monde, où la famine fait rage au monde. Et ce président, comment est-ce qu'il peut se comparer à ces héros que nous connaissons alors qu'il n'est pas capable de combattre cette corruption parce qu'il cherche son intérêt personnel? Il n'est pas capable de travailler pour que son pays soit le premier au lieu d'être le dernier. Parce que même en classe, quand un enfant rentre dernier de classe, certains enfants pleurent. Et il y a des parents qui les grondent parce que c'est un affront pour la famille. Alors, pourquoi être fier que ton propre pays soit le premier pays le plus pauvre du monde, alors que tu es capable, que tu vois où se trouvent les lacunes? Un héros, c'est quelqu'un qui sait comment relever le défi, c'est quelqu'un qui aime son propre pays, c'est quelqu'un qui compatit quand il y a des gens qui sont en difficulté. Le président burundais qui refuse la négociation, qui refuse la voie de la paix et qui veut emprunter la voie de la guerre, qui veut que les Burundais versent encore une fois le sang de ses propres enfants, ce n'est pas un héros. Par contre, c'est quelqu'un qui va, encore une fois, plonger notre pays dans le désastre. C'est encore une fois quelqu'un qui est le contraire d'un héros. C'est la nuit et le jour quand il se compare à Ntare Rugamba, à Mwezi Gisabo, à Rwagasore. Politique toujours, les terminologies utilisées par le président Nkurunziza sont de nature à attiser la haine, comme le dit Anissé Niyonkuru, secrétaire exécutif du Sinared, de la plateforme des partis de l'opposition. Cela parce que revenir sur la qualification d'eau Umumenja Mujeri rappelle le sort qui était réservé à ceux qui ont eu cette qualification. Suivez Anissé Niyonkuru. Juste pour déplorer la terminologie actuelle qu'utilise le président de facto de Bujumbura, M. Pierre Nkurunziza, c'est une terminologie terrifiante et terrorisante, une terminologie frustrante parce que sa terminologie politique rappelle les mauvais moments que le Burundi a vécu. C'est par exemple Mujeri. Vous savez très bien que Nkurunziza a fait un long discours, je ne sais pas, sur un petit chien Mujeri, le chien errant, le chien enragé, un chien tué. Voilà, ça c'est un terme qui avait été utilisé dans les années 72 pour désigner des personnes à tuer. Et maintenant, le rescapé de 72 utilise les mêmes termes qui ont été utilisés pour massacrer des citoyens burundais gratuitement. Même son parti politique, le CNDD-FDD, fait la même chose. Que ce soit au niveau de leurs slogans, au niveau de leurs chansons, vous allez les entendre dire « Tuzoba Pingura », nous les ramènerons de force vers notre camp, « Tuzoba Shiririza », la même chose, « Tuzobiuka Konibirenge Bishuhe », nous allons courir derrière eux jusqu'à ce que leurs pieds chauffent. Je me demande alors comment on peut élaborer une politique pour développer, pour stabiliser un État
en mettant en place des concepts purement négatifs. C'est impossible. Vous ne pouvez pas diriger un État en mettant dans la tête de vos pères, des gens qui vous sont fidèles, une terminologie complètement terrifiante. Parce que avant les actions, il y a d'abord une idée, il y a une parole, il y a une action. Les actions négatives que nous voyons ont été programmées et ont eu leur concept négatif. Et c'est à partir de ces concepts négatifs que nous enregistrons aussi des actions négatives. Et maintenant, voilà le président Nkurunziza qui parle des Abamenja. Les Abamenja, c'était des traîtres au moment de la monarchie. Et la sanction envers les traîtres, c'était de les tuer, de les exterminer, de piller leurs biens, de donner ces biens-là à la personne qui avait été offensée en guise de réparation, ou tous ces biens devraient être acheminés vers le roi. C'était ça la sanction d'un traître. Et pour le moment, Nkurunziza rappelle que ceux qui ne sont pas voués à sa cause, il va aussi les punir comme le roi punissait les traîtres, les Abamenja. Couper la tête, les pousser vers l'exil, piller leurs biens, c'est ça. Vous vous souvenez du président actuel du Sénat qui disait Kora, c'est-à-dire tuer ou faites exiler certaines personnes qui ont des propriétés dans la capitale et vous aurez leurs parcelles, vous aurez leurs biens. C'est cette idée-là de tuer, d'exterminer les Abamenja et prendre de force leurs biens. Ça, c'est quel genre de politique? Et le choix de Pierre Claver Ndayicariye à la tête de la Commission Vérité et Réconciliation est une insulte à tout le peuple burundais. Point de vue de Anissé Niyonkuru, secrétaire exécutif de la plateforme de l'opposition burundaise, Senared. Il accuse l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante d'être l'un des responsables de tous les malheurs occasionnés par les élections contestées qu'il a organisées en 2010, en 2015 et le récent mascarade du référendum, Anissé Niyonkuru. Et à côté de cela, le président de facto de Bujumbura, Pierre Nkurunziza, vient de mettre en place une commission Vérité et Réconciliation, la CVR. Les personnalités qui la composent, il y en a qui sont bons, tout le monde n'est pas mauvais, mais il y a d'autres qu'on connaît très bien qui sont venus pour mettre en exécution ces concepts criminels, ces concepts destructeurs que le pouvoir est en train de mettre en place. C'est comme le président de cette fameuse commission, Pierre Claver Ndayicariye, qui a préparé et triché les élections de 2010, qui a préparé et triché les élections de 2015 et qui a préparé et triché le référendum qui a donné naissance à la nouvelle constitution. Cette constitution qui n'a même jamais été mise en exécution, une constitution qui se superpose à l'ancienne constitution. Cette fameuse constitution a été mise en place avec la complicité d'un certain Pierre Claver Ndayicariye qui est actuellement le président de la Commission Vérité et Réconciliation. On se demande alors quelle est l'orientation générale de cette commission en particulier et de la politique générale de ce pouvoir. On ne peut en tout cas rien espérer quand on voit les concepts qui sont mis en place, les actions qui s'en suivent et ces fameuses commissions, que ce soit la commission Vérité et Réconciliation, que ce soit la commission électorale dite indépendante ou la commission dépendante du pouvoir, tout ça, ça montre que le futur proche du Burundi n'est pas du tout bon. Les Burundais n'ont qu'à se lever, ils n'ont qu'à se lever comme un seul homme et dire non à ce pouvoir parce que le Burundi ne sera jamais stable avec un pouvoir qu'il a déstabilisé depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui. Droits de l'homme à présent, les violences sexuelles et l'île des armes de guerre du régime Nkurunziza, plus de 50 cas déjà recensés ont été commis par les agents des services de l'État, entre autres les policiers comme les militaires accompagnés des membres de la milice Imbonerakure. Maître Jeanne d'Arc Zaninyana, membre du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, déplore que parmi les grands défis d'identification de ces victimes et la culture burundaise qui ne permet pas aux victimes d'accepter et de témoigner ces malheurs,
Elle indique que parmi les priorités de son mouvement, il figure celle de la réparation et la poursuite judiciaire des auteurs. On l'écoute. Alors aujourd'hui, on remarque qu'on a pas mal de cas de femmes qui ont été violées par les services d'État du gouvernement du Burundi, entre autres la police et les militaires, mais aussi la milice Imbonerakure. Et ces femmes se trouvent actuellement dans des cas de réfugiés, mais aussi dans des villes de différents pays où se trouvent les réfugiés burundais. Actuellement, alors, on a déjà recensé une cinquantaine de cas de femmes qui ont été violées, mais ce nombre, ce n'est pas un nombre qui est définitif parce que c'est encore très difficile de pouvoir parler de cet acte pour les femmes. Et c'est un processus qui continue et on espère pouvoir avoir des statistiques correctes très bientôt. La culture burundaise bloque ces femmes pour dévoiler qu'elles ont été victimes de viol. Mais heureusement pour nous, on a des femmes qui sont des psychologues entre autres et qui essayent de faire un suivi et des conseils pour que ces femmes puissent se sentir mieux et pouvoir témoigner. La procédure judiciaire est une des procédures très importantes pour nous parce que ça va permettre à ces femmes en fait de pouvoir guérir complètement, si je peux dire ainsi, de cet acte. Et aujourd'hui, le mouvement de femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi compte aussi pouvoir saisir les cours internationaux qui peuvent très bien pouvoir accueillir ces cas et ainsi donner la justice à ces femmes victimes de viol. À ce propos, les violences sexuelles faites aux femmes ont été conçues comme moyen de faire le génocide en 1994 au Rwanda voisin. C'est ce qui fait qu'il y a toujours des traces de ce crime ignoble dans la société rwandaise. Ces propos sont de Mugiraneza Assumpta, représentante légale du centre Iriba. Ces traces sont difficiles à gérer, d'autant plus qu'elles sont présentes du côté des victimes que du côté des bourreaux. On l'écoute. Quand on parle de violences faites aux femmes au Rwanda aujourd'hui et qu'on ajoute sexuelle, tout de suite on doit s'interroger sur la question de ce qu'a été la préparation et l'exécution du génocide en 1994. L'engendrement du génocide est un processus long qui prend le temps de désagréger les valeurs d'une société. La valeur de la femme rwandaise a été sérieusement endommagée, désagrégée, détruite ou déconstruite de bout en bout avant d'en arriver à ces violences, ces viols prescrits comme un moyen de faire le génocide. Les violences sexuelles telles qu'elles ont été imaginées, forgées, formatées pour en arriver au génocide sont des violences inouïes et dont les traces ne disparaîtront pas de sitôt dans la société rwandaise. Il y a les traces, je dirais, physiques, physiologiques, psychiques chez les personnes qui ont subi le génocide, mais il y a des traces encore plus difficiles à gérer. Ce sont les traces de ceux qui ont commis ces crimes, qui les ont commis en groupe, qui les ont commis dans des conditions jusque-là jamais imaginées, qui les ont commis entre les générations. Un grand-père, son fils et son petit-fils. Un monsieur respectable avec son boy, comme on dit dans nos sociétés, et à côté son fils. Et ce n'était pas sur des étrangers, c'était sur la femme d'un cousin, l'homologue avec qui j'enseignais tous les jours, une sœur, une religieuse, parfois des enfants dont on est parent, des enfants à qui on a donné le nom lors de Kurdia Ubunyano.
ces traces sont restées. On ne sait pas qu'est-ce qui a volé en éclats comme tabou, comme interdit, comme fondement anthropologique d'une société pour que ce crime-là soit possible. Ce centre Iriba pour aider les victimes de ces violences sexuelles faites aux femmes a créé un espace où ils peuvent déposer les douleurs. Il accompagne aussi le processus. Il assure aussi des entretiens thérapeutiques. Suivez encore une fois Assumpta Mugiraneza. Le centre Iriba pour le patrimoine multimédia est un centre gratuit pour tous qui a des programmes à Kigali et des programmes à l'intérieur. Et il a été pensé autour de deux piliers. Le premier, c'était de créer des espaces de libération de la parole. Parce que le Rwandais est un être de parole. Parce que le Rwandais porte des blessures dans sa parole. Et il en guérira par la parole. L'autre pilier, c'est accompagner le processus de réappropriation du passé. Dans l'espace créé, l'espace de libération de la parole, c'est une parole entendue dans toutes ses diversités artistiques. Une parole créatrice, mais aussi une parole qui pleure, une parole souffrante. On accueille les groupes et on accueille les individus. Et ce qu'on fait avec les personnes qui ont rencontré l'innommable, c'est de les écouter, de créer un espace où on peut venir déposer cette douleur. C'est aussi d'assurer des entretiens thérapeutiques, mais aussi faire l'accompagnement. Parce que le crime est là. Et pour que le crime puisse être séparé de sa victime et du criminel, il y a des démarches à faire. Il y a des démarches médicales. Quand on a été violé, on a toujours peur d'avoir attrapé le VIH, mais aussi d'autres maladies. Les slogans, ça nous a conduit à la mort. Ce n'est pas les slogans qui vont nous guérir. C'est plutôt l'analyse sérieuse, profonde de ce qui s'est passé. C'est la capacité à investir dans la société pour que ceux qui ont commis le crime, ceux qui y ont assisté, ceux qui en ont été les victimes, soient pris en charge, chacun dans sa spécificité, mais aussi élaborer de véritables outils pédagogiques pour préparer ces jeunes enfants, ces jeunes filles, ces jeunes garçons dont l'espace protégé a volé en éclats, de les préparer à vivre avec ces crimes en héritage, parce qu'on ne peut pas les effacer. Société à présent, les réfugiés burundais se trouvent dans la ville de Rubavu, au nord du Rwanda, mènent une vie difficile. Le principal problème est la prise en charge médicale. Certains Burundais qui se sont entretenus avec la télévision Renaissance se plaignent des lenteurs dans cette prise en charge médicale, ce qui peut aggraver les maladies. Ils appellent le Haut Commissariat pour les réfugiés de les venir en aide. Suivez. C'est vraiment difficile pour nous de se faire soigner sans mutuelle de santé. Même si tu parviens à te rendre à Kigali pour des soins, ce n'est pas facile pour certains suite au manque de moyens. Couvrir ces soins de santé alors que parfois, au manque de quoi mettre sous la dent, c'est un problème, c'est franchement un problème. Par exemple, moi, dernièrement, mon enfant est tombé par terre et s'est fait mal au niveau de la tête. L'une était le soutien de la communauté. Mon fils aurait peut-être succombé de la blessure. On a aussi besoin de consulter des médecins. C'est vraiment important pour nous car certains parmi nous, suite au manque de frais de consultation, peuvent se permettre d'acheter des médicaments dans des pharmacies pour se soulager. Nous demandons donc au HCR, qui ne cesse de nous soutenir, de nous venir en aide car tous les réfugiés urbains ne peuvent pas se rendre à Kigali pour obtenir des soins. Nous payons tous les soins de santé et achetons tous les médicaments à 100%. Si tu n'en es pas capable, il faut te rendre à Kigali pour des soins et cela nécessite beaucoup de moyens de transport et de séjour. Il y a plusieurs jours, je me suis cassé le poignet et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore guéri suite au rendez-vous raté lié au manque de moyens.
Nous demandons que l'OHCR décentralise ses services pour que nous autres puissions être soignés comme les autres. Et nous savons que ceux qui sont à Kigali, au moins ils ont des hôpitaux de référence où ils peuvent se faire soigner. Mais ceux qui sont dans les autres villes du pays, notamment ici à Rubavu, on n'a pas d'hôpital de référence, on n'a pas de centre de santé qui nous puisse nous prendre en charge. Ce qui fait que quand on est malade, on doit se débrouiller pour payer tous les frais relatifs aux soins de santé. Et souvent, ces frais, ils sont trop chers. Et si on essaie de se rendre à Kigali pour se faire soigner, quitter Rubavu pour aller à Kigali, il faut faire 4 heures de temps en véhicule. Il faut payer le ticket. Il faut payer le loyer éventuellement à Kigali. Et c'est trop cher. Vous comprenez que vraiment, le problème de santé pour les réfugiés qui sont ici à Rubavu, c'est un problème très très sérieux. Et nous avons toujours demandé à ceux qui nous représentent en tant que réfugiés de plaider auprès du HCR pour qu'on fasse des conventions avec les hôpitaux de la place pour qu'on puisse se faire soigner et que peut-être les compensations se fassent au niveau du HCR et de ces hôpitaux-là. Mais on n'a toujours pas de réponse. Et la représentation de la communauté burundaise et des réfugiés à Rubavu reconnaît son manque de soins de santé car ces réfugiés sont contraints d'aller à Kigali pour être assistés. Mais Désiré Ndamanisha, représentant de ces réfugiés, affirme qu'ils ont déjà des promesses avant la fin de cette année 2018 de la part d'IHCR. On l'écoute. C'est un problème qui date de longtemps, depuis 2016. Ce problème, on a essayé de le soulever aux autorités supérieures, comme l'ex-représentant des réfugiés, M. Nkurunziza Willy, à Kigali, au niveau national, ici au Rwanda. Il a essayé de soulever le problème au HCR. On a tenu des promesses depuis 2016-2017, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore une solution. On continue toujours de plaider pour les réfugiés qui résident ici à Rubavu, puisque la distance d'ici à Kigali, c'est à près de 130 km, avec aussi le trajet et le ticket de transport qui touchait alors qu'on n'a pas de moyens suffisants pour payer le déplacement. Tout cela, c'est un handicap majeur qui pousse les réfugiés qui résident ici à Kigali à avoir des problèmes particuliers dans leur vie. C'est pour cela qu'on continue à plaider aux autorités supérieures, comme M. Patrice Nadoka qui représente les réfugiés qui résident ici au Rwanda au niveau national. Et on a essayé aussi de contacter les agents de RAC et aussi les gens qui travaillent à Aran pour trouver une solution amiable aux réfugiés qui résident ici au Rwanda. On a tenu une promesse pour début septembre de cette année 2018, mais pas encore une solution. On continue toujours de soulever cette question pour qu'ils trouvent une solution avant la fin de cette année 2018. Page culturelle, avant de faire un saut en RDC, certains jeunes burundais artistes qui se sont réfugiés au Rwanda voisin se sont mis ensemble pour créer un club culturel nommé Intwari de Tambourinaire, et cela grâce à la Maison Shalom qui leur a octroyé un centre de rencontre Oasis de paix. Pour ce club, il permet de garder leur identité et gagner leur pain quotidien. Le point avec Darren Irakoze. Pendant les manifestations de 2015 contre le troisième mandat de Nkurunziza, certains jeunes burundais n'ont pas survécu, d'autres ont fui le pays. Ceux qui se sont réfugiés au Rwanda ont eu la chance de rencontrer Madame Marguerite Barangite, fondatrice de la Maison Shalom, qui leur a créé un centre de rencontre, Oasis de paix, qui permet à ceux qui ont des activités de se reconstruire afin de survivre au malheur de réfugiés. Les jeunes ont profité de ce centre. Il y en a ceux qui font la broderie, la couture ainsi que la couture, comme ceux qui jouent au tambour. Intéressons-nous au tambour.
Il s'agit du club Intwari. Ce club rassemble plusieurs jeunes qui jouaient au tambour au Burundi. Ils ont eu l'opportunité de se mettre ensemble à l'aide de la maison Shalom et se sont réorganisés. En répétition, le plus âgé d'eux nous rappelle l'importance du tambour dans la tradition burundaise. Depuis longtemps, le tambour était le symbole de la culture burundaise. Il était fondé même sur l'histoire du Burundi. Vous avez déjà entendu qu'on dise sur le trône de tel ou tel. Ce tambour que nous battons était aussi le symbole de la puissance du roi. Pascal Niyonzima, alias Ngarigari, un de ces jeunes tambourineurs qui est également le vice-président de ce groupe, nous raconte comment ils se sont réorganisés. Il nous indique également que ça a été une opportunité pour eux de ne pas oublier la culture burundaise. Nous nous sommes rencontrés ici après la crise politique qui a secoué notre pays, le Burundi, en 2015. Et après, on s'est retrouvés ensemble en tant que tambourineurs burundais. Au moment où on était encore inoccupés, la chance nous a souri parce que notre chère Maman Magui de la maison Shalom a essayé de rassembler tous les Burundais qui avaient une certaine créativité dans le sens de les aider à s'en sortir de leur misère, pour retrouver la morale et la joie qu'ils avaient perdue, tout en se rappelant de leur chère patrie, en passant par certains domaines comme la culture et certains loisirs. Aujourd'hui, même si nous sommes en exil, on se sent courageux, même si notre chère patrie nous manque tant. Mais ce qui est bien aujourd'hui, nous sommes unis pour créer ce club Intwari. L'espoir et l'amour patriotique sont pour eux le résultat de leur vie dans ce club. D'emblée, ils parviennent à gagner leur pain quotidien, comme nous l'indique Ngarigari. Ce en quoi ce groupe nous aide en premier lieu, c'est qu'il nous donne espoir. Nous ressentons encore de l'amour envers notre patrie. Une autre chose, c'est que nous sommes tous burundais. Quand nous nous rencontrons en tant que tambourinaires, rien d'autre ne reste que de se souvenir de notre pays. Ce tambour est une alliance entre lui-même et le Burundi. Ça ne pourra pas se lâcher. Après ça, nous nous rendons compte que nous sommes encore vivants. Une autre chose, c'est que ce groupe nous aide à avoir notre pain quotidien ici ou ailleurs et nous survivons grâce à des marchés qu'on peut recevoir d'ici ou là, comme des mariages, des événements différents, des festivals ainsi que des concerts. Pour Nikez Niyonzima, jouer au tambour le fait sentir chez lui au Burundi. Il interpelle à d'autres jeunes burundais de conserver jalousement leur identité. Jouer au tambour, ça a une grande importance pour moi. Premièrement, parce que c'est la culture burundaise et moi, je suis burundais. Deuxièmement, quand je joue au tambour, c'est comme si j'étais au Burundi. Ça m'enchante beaucoup puisque c'est ma tradition. Et de plus, jouer au tambour, c'est faire du sport. Ce que je dirais aux autres jeunes comme moi, c'est aimer notre culture, que l'on ne l'oublie jamais par sentiment de réfugié, mais que par contre, nous nous engageons à promouvoir la culture burundaise parce que celui qui perd la culture perd son identité. Les portes sont ouvertes pour tous ceux qui veulent agréer dans ce groupe. Pour faire garder la culture, les Burundais exilés, ils envisagent d'organiser des concerts. Ce que je dirais aux jeunes, et d'ailleurs ce que je leur dis souvent, c'est d'aimer le Burundi, qu'ils gardent leur nom de Burundais et leur culture parce que c'est notre richesse. Le tambour a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel. Je leur donc conseille d'aimer la culture. Le faire, c'est aimer leur pays. Les portes sont ouvertes dans ce club, que quiconque veut adhère à ce club.
Pour tous les réunir, nous sommes en train d'organiser des concerts pour montrer et faire connaître notre culture. Le club Intwari est fait de jeunes gens âgés de 19 à 30 ans, de personnes âgées entre 35 et 55 ans, de petits-enfants âgés entre 7 et 11 ans, ainsi que des filles âgées entre 20 et 25 ans. En RDC, à présent, va donc clore ce journal et la campagne qui a débuté ce jeudi en République démocratique du Congo. Les coalitions des partis pro-gouvernementales sont convaincues qu'ils gagneront les élections prévues au mois de décembre prochain parce que les visions sont tournées vers le peuple congolais. Suivez Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais. Chef des regroupements politiques du Front commun pour le Congo, ainsi que l'ensemble des membres du comité stratégique de ce front que le président a constitué comme une plateforme électorale et qu'il a invité en ce premier jour de la campagne électorale qui a débuté à minuit pour leur donner des orientations en rapport avec cette campagne. Nous sommes sereins, nous abordons cette campagne avec beaucoup d'humilité parce que nous sommes les détenteurs d'une responsabilité de redevabilité. Nous avons un bilan à présenter, mais nous sommes totalement décomplexés au regard de ce que nous avons fait pour ce pays parce que notre campagne sera axée autour de notre vision pour ce pays, une vision tout entière tournée vers l'autodétermination du peuple congolais. Et nous savons qu'à cet égard, nous sommes en phase avec la majorité des Congolais. Ceux qui sont critiques peuvent se souvenir de là où nous étions lorsque Joseph Kabila a pris les rênes de ce pays en 2001. Et s'ils peuvent se projeter dans l'histoire et comparer par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, il n'y a aucun complexe à avoir à assumer ce bilan et à vouloir consolider des choses positives qui ont été faites, mais nous gardons beaucoup d'humilité par rapport à celles qui n'ont pas été faites, parce que nous reconnaissons que nous ne vivons pas dans un paradis. Il y a des choses qui doivent être consolidées, nous le reconnaissons, mais on ne peut pas dire que nous en soyons au même niveau où nous nous trouvions en 2001 lorsque Joseph Kabila est arrivé. C'est que ce peuple a bénéficié de ce leadership clairvoyant de Joseph Kabila qui mérite d'être poursuivi et consolidé par Emmanuel Ramazani Shadari. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette nouvelle de la RDC que je mets en point final de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.